Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons voir l'économiste néoclassique Joan Violet Robinson, 1903-1983, est une économiste britannique et l'une des figures importantes de l'école de Cambridge et du post-keynésianisme. Bibliographie. Elle est née le 21 octobre 1903 dans la ville de Camberley, en Angleterre. Elle étudie l'économie à Cambridge de 1922 à 1925. Dans les années 1930, elle est une des membres les plus assidus de Cambridge Circus, groupe de jeunes économistes réunis autour de John Maynard Keynes pour l'aider à élaborer ce qui allait devenir la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie en 1936. Elle rejoint la British Academy en 1958. Après la guerre, elle est l'une des figures majeures du post-keynésianisme et joue un rôle important dans la controverse des deux Cambridge, débat particulièrement virulent qui oppose ce courant représenté outre Robinson par Nicolas Kaldor, Pierangelo Garignani et Luigi Passenti, qui sont tous professeurs à l'université de Cambridge. Aux partisans du keynésianisme, de la synthèse groupée, notamment autour de Robert Solow et Paul Samuelson, professeurs à l'université de Cambridge aux États-Unis, à propos des théories de la croissance. Elle qualifia à l'occasion les théories de la synthèse de keynésianisme dégénéré et traite les hypothèses du modèle de Solow de peu réaliste. Elle ironise même sur le caractère peu réaliste de ces hypothèses en parlant du royaume de Solowi. À côté de Kaldor, Robinson considère que la séparation dans la théorie néoclassique des deux facteurs capital et travail reste une supposition qui ne correspond pas au fonctionnement réel de l'économie nationale. C'est-à-dire, dans la réalité, les deux facteurs fonctionnent l'un avec l'autre et il est très rare qu'ils fonctionnent séparément, comme il peut devenir par exemple dans le domaine militaire où un avion peut fonctionner sans pilote et qu'on ne peut pas par conséquent dire que le capital réalise la totalité de la production nationale. À partir de là, ils soutiennent que les productivités additionnelles dites marginales des facteurs capital et travail sont incapables d'expliquer aussi bien les salaires par tête, les taux d'intérêt, que leur part respective dans le PIB national, revenant aux propriétaires du capital et aux salariés. Robinson et Kaldor font également une remarque et non moins des moindres, selon laquelle des modèles de croissance de théorie standard sont très ambitieux pour différentes raisons. L'intervention publique dans le cadre de la politique budgétaire et monétaire, dans le fonctionnement des économies
modernes dont les taux de croissance sont différents, où l'avenir est incertain et les biens de production ne sont pas homogènes, compliquent l'activité de recherche du chercheur et rendent douteux les résultats de sa recherche. Les deux cambridgiens sont en désaccord total avec les théoriciens néoclassiques, c'est-à-dire sur les liens de cause à effet entre la croissance et l'épargne ou le profit, dont notamment Paul A. Samuelson et M. Slow. Pour eux, si la part des propriétaires des capitaux dans le PIB national est également élevée, cela ne signifie en aucun cas que cette élévation de la croissance est le résultat de l'épargne qui évolue dans le même sens, c'est-à-dire essentiellement des propriétaires de capitaux qui ont propension à épargner élevée, comme dans la théorie néoclassique. Mais le lien de cause à effet doit être inversé. Le profit et donc l'épargne elle-même sont déterminés par la croissance et déterminent par cette dernière le profit et par l'épargne sont élevés si la croissance augmente et inversement, ils sont faibles si cette dernière diminue. Elle meurt le 5 août 1983 à Cambridge, en Angleterre. Maintenant, on va voir les travaux de John Robinson. Elle s'intéresse particulièrement à la théorie de la valeur, à celle de l'accumulation du capital et plus généralement à la question du dynamisme économique. Voyons maintenant épistémologie de l'économie. Elle consacre par ailleurs une partie de ses travaux à l'épistémologie de l'économie, voire épistémologie de l'économie. La théorie économique en tant que science cherche à démontrer comment fonctionne un ensemble particulier de règles du jeu, mais ce faisant, elle ne peut que les présenter sous un jour favorable ou défavorable à ceux qui jouent le même. Marshall 15, 1955. On va voir maintenant critique de l'orthodoxie classique. Une partie importante de son œuvre est consacrée à démontrer les impasses et les erreurs du courant néoclassique, et plus tard du keynésianisme, de la synthèse accusée de travestir le message de Keynes en faisant une justification théorique d'un prétendu caractère autorégulateur du marché. Sa critique du néoclassicisme s'établit notamment sur 3 points essentiels de cette doctrine. La concurrence n'est ni pure ni parfaite. En réalité, la détermination des prix s'effectue en grande partie par les entreprises elles-mêmes. Différenciation des produits, utilisation de la publicité, et non par un simple rapport entre l'offre et la demande. Cette idée préfigure en partie la théorie de la filière inversée défendue plus tard par Galbraith. Le chef d'entreprise ne choisit pas plus ou moins de capital ou de travail en fonction du prix de l'un et de l'autre. En fait, il hérite d'un stock d'équipements issus du processus de production antérieur et qui détermine la structure productive de l'entreprise au moment où l'entrepreneur effectue son choix. C'est donc par tâtonnements successifs, ponctués d'erreurs et de réussites qu'évolue le système productif
et non par les calculs rationnels d'agents économiques. La répartition des revenus n'est pas déterminée par la productivité marginale de chaque facteur. Ceux-ci dépendent bien davantage des conflits sociaux et d'habitudes acquises dans le passé. À ce sujet, elle écrit « La vague inflationniste a brisé les conventions en vertu desquelles était accepté le schéma existant de distribution des revenus. Chacun s'est rendu compte que ses gains par rapport à ceux de son voisin dépendent de la force des négociations que possède le groupe auquel il appartient. Les professeurs sont très mal à l'aise lorsqu'il leur faut évoquer les salaires des éboueurs. Voir preuve 1972. Se qualifiant de keynésienne de gauche, elle se montre toujours très critique à l'égard du système capitaliste et ses idéologies prétendant le justifier à l'aide de l'hypothèse simplificatrice qui ne confirme pas la réalité. Nous allons voir maintenant la synthèse de Keynes et de Marx. John Maynard Keynes avait toujours été très critique vis-à-vis de l'économie marxiste. En 1935, il déclarait à Shaw « Mes sentiments sur le capital sont les mêmes que mes sentiments sur le Coran. Je connais que, historiquement, c'est important. Je sais bien des gens qui ne sont pas tous des idiots. Y voient une sorte de fondation porteuse d'inspiration. Mais quand je m'y plonge, je ne peux m'expliquer qu'ils produisent cet effet. » John Robinson prend donc ses distances avec John Maynard Keynes en cherchant à démontrer les convergences entre les théories économiques de Karl Marx et de John Maynard Keynes. Ces derniers auraient en effet justifié l'intuition de Karl Marx selon laquelle la racine des crises se trouve dans la contradiction récurrente entre capacité de production et capacité de consommation. Joan Robinson est cependant restée relativement indépendante par rapport à l'orthodoxie marxiste, notamment de la théorie de la valeur travail. Ainsi, dans la revue Monthly Review, elle déclare en 1977 « On nous dit qu'il n'est pas possible de parler d'exploitation, excepté en termes de valeur. Mais pourquoi devons-nous utiliser l'espace des valeurs pour montrer qu'on peut faire des profits dans l'industrie en vendant des marchandises au-dessus des coûts de production, ou pour expliquer les pouvoirs de ceux qui commandent la finance sur ceux qui ne le font pas. » Économiste moraliste, elle écrit aussi « Si on pose une fois de plus la question, est-ce qu'un investissement réalisé pour produire des colifichets pour lesquels il faudra faire de la publicité serait une plus grande contribution ou bien n'être humain qu'un investissement améliorant le service de santé? Il me semble que la réponse saute aux yeux. La meilleure réponse que l'idéologie du laisser-faire puisse offrir est de ne pas poser la question. Voir Philosophie économique, page 223. Nous allons voir maintenant le principe du reflux. L'un des apports théoriques de Joan Robinson qui ont eu le plus de postérité est le principe du reflux. Selon elle, le système économique réussit à absorber l'offre de monnaie en excédent grâce à la destruction du crédit opéré par les banques lorsqu'une dette est remboursée.
J'en ai terminé et je vous en remercie.